à l'événementiel. Je suis en direct depuis le Club de la Presse, donc Occitanie, à Montpellier. Juste derrière moi, vous avez à l'image également Agnès Morin, qui est la directrice, et tout près de moi aussi Marion Colonna, qui ce soir m'assiste aussi après la préparation sur les aspects techniques, et qui notamment me donnera les questions au fur et à mesure que vous nous les poserez, puisque vous aurez la possibilité également ou d'intervenir pour poser une question, ou bien même de faire une intervention, celle que vous souhaitez, sur le sujet qui nous préoccupe. Alors, pour remettre un peu les choses dans le contexte, depuis près d'un an aujourd'hui, le secteur et la filière de l'événementiel sont particulièrement touchés, sinistrés. La situation est effectivement compliquée, pour ne pas dire pour certains d'entre nous, ceux qui ont déjà disparu, un peu catastrophique. Le secteur de l'événementiel en France, je vous le rappelle, c'est 335 000 emplois et 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et évidemment, notre région, la région Occitanie et Montpellier, évidemment, sont particulièrement impactés. Alors, je remercie les 6 personnes qui ont accepté de venir à la fois témoigner, débattre, apporter des idées et donner un peu de perspective avec de l'optimisme, du pessimisme. Vous le verrez, on a préparé cette réunion ensemble et vous le verrez qu'ils ont des choses à vous dire et qu'ils les diront. Donc, je vais vous présenter les personnes qui sont là et je remercie donc Grégory Blanc-Villain, que vous connaissez certainement, qui a plusieurs casquettes à Montpellier. Donc, il est président de son agence de communication événementielle qui s'appelle Comevent Organisation. Il est président de la CGPME. Il est également membre actif de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, j'allais dire de Montpellier, mais de l'Hérault aujourd'hui. Mais également, il est le président de cette nouvelle association de professionnels de l'événementiel sur l'arc méditerranéen qui s'appelle Repère et il nous en parlera. Guillaume Canal est photographe et fondateur de La Clique, marché du Lez à Montpellier, photographe professionnel. Cédric Fiolet est le directeur général de la SPL Occitanie Events, vous savez, cette société qui gère à la fois l'Arena à Montpellier et le parc des expositions. Il est également vice-président de l'UNIMEV et il nous donnera également l'éclairage un peu national de ce qui se fait aujourd'hui et des interventions des uns et des autres pour faire avancer notre secteur. Isabelle Husser est co-gérante d'Husser Traiteur basé à Montpellier mais qui rayonne sur la région et bien au-delà. Guillaume Michel est un organisateur d'événements. Il est l'organisateur notamment des salons immobiliers de Montpellier et de Nîmes. Nadine Thomas, elle, est la directrice générale de LMP Accueil et Services, qui est notamment une agence d'hôtesse. Et puis moi-même, Jean-François Boyer, je suis le dirigeant de JFB Event, agence de communication événementielle et de Visio Progress, et par ailleurs trésorier du Club de la Presse de l'Occitanie. On intervient tous, évidemment, vous vous en doutez, mais je le précise, à titre bénévole. Voilà, on va évoquer à travers le plan qui vous a été proposé différents thèmes, l'état des lieux du secteur après un an de crise sanitaire et économique et notre état des lieux, celui qui nous concerne ici, dans la région. Quelles sont les aides possibles aujourd'hui que l'on va balayer? Quelles actions mettre en place pour poursuivre notre activité? Quel avenir? Comment se réinventer? Ce sont des questions qu'on va évoquer avec vous et pour vous tout de suite. Et je vais demander, donc on va, si vous permettez, donner l'honneur aux dames de s'exprimer en premier. Donc je vais demander à Nadine Thomas, à elle, de nous faire part effectivement de ce qu'elle vit aujourd'hui. Après un an, on imagine que c'est très compliqué, Nadine. Merci Jean-François. Donc oui, 2020, moins 78% sur mon activité d'hôtessariat en événementiel. Heureusement, j'ai un autre pôle qui me permet de tenir aujourd'hui. Et là, sur les 2 mois de 2021, je suis à moins 97%, c'est-à-dire quasiment 0 € de chiffre d'affaires. Voilà la situation actuelle sur cette branche événementielle pour moi dans l'hôtessariat. Prise de recul obligatoire, forcée, qui me permet aujourd'hui d'essayer d'inventer ce monde-là pour demain, en tout cas dans mon petit domaine de l'événementiel. Donc aujourd'hui, je m'accroche à l'idée de la solidarité, d'avoir envie de travailler avec les gens au local, de mieux se connaître, d'utiliser ce temps-là pour mieux se connaître, développer des projets que j'ai laissés au fond du tiroir pour envisager demain autrement, parce qu'en parallèle de ces enjeux économiques qui nous touchent de plein fouet, je pense que cette pandémie nous rappelle également l'importance d'agir sur des moyens un peu plus long terme comme l'écologie. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai utilisé ce temps-là et je crée certaines choses que j'espère pouvoir vous présenter le plus rapidement possible lors de futurs événements. Voilà. Merci beaucoup, Nadine. Isabelle,
Également, donc, où on en est chez les traiteurs. UCR Traiteur, c'est un traiteur qui est connu dans la région. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que tu en es, Isabelle? On va se tutoyer parce que de toute manière, dans la vraie vie, on se tutoie, donc on y va. Isabelle, En fait, ton nous, micro. pardon, c'est bon là? Vas-y, je pensais que ton Ouais, micro n'était pas branché, mais ça y est, tu y es. d'accord. Oui, nous, notre activité, ça va faire 1 an que on ne fait plus grand-chose. Au départ, ça a été tous des événements professionnels qui se sont annulés avec une perspective pas très heureuse pour les mois à venir, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir les relancer. Même si on continue à répondre à des dossiers, on est quand même assez… On a des craintes sur le fait de pouvoir les faire normalement. Ensuite, nous, la partie privée, c'est-à-dire les mariages, l'année dernière, on en a eu énormément de repoussés, aucun d'annulés, mais de repoussés à cette année. Et malheureusement, on se demande si cette année, il ne va pas encore falloir les repousser. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie traiteur, on a plus de perspectives dans l'événement privé, soirée, anniversaire ou mariage, que sur la partie professionnelle. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, ce n'est pas au moment où on va nous autoriser à retravailler que tout va se relancer du jour au lendemain. Un événement professionnel, ça met des semaines, voire des mois à se monter. Donc, voilà. C'est clair que même si les décisions se prennent rapidement et on nous redonne les autorisations de travailler, cela va malheureusement pas se faire du jour au lendemain. Ensuite, bien aujourd'hui, comme beaucoup d'entreprises, je fais appel au chômage partiel et j'ai demandé un PGE pour mes activités, puisque nous avons aussi un restaurant pour le restaurant et pour le traiteur. Aujourd'hui, on a pu conserver tout notre personnel, mais maintenant, ça va faire quand même 1 an. Donc, voilà, on espère que les choses vont bouger. Et on travaille aussi, on utilise ce temps pour commencer à réfléchir pour se diversifier et partir un peu sur d'autres créneaux, tout en restant bien sûr dans ce que l'on sait faire, c'est-à-dire l'alimentaire, rester autour de ça, mais peut-être en développant des nouveaux produits. Voilà pour l'activité traiteur. Et quant à la partie Merci beaucoup. restauration, elle, complètement arrêtée. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce témoignage là aussi. Donc, on a avec nous un organisateur d'événements. Guillaume Michel, je te laisse la parole parce que toi, tu es organisateur de salons immobiliers, donc qui ne peuvent plus avoir lieu aujourd'hui. Donc, comment ça se passe? Et notamment, quelle a été cette expérience de transférer un événement présentiel qui est un salon en digital l'an dernier? J'aimerais avoir le retour sur cette expérience qui me paraît importante à évoquer. Alors bonjour à tous. Moi je suis Guillaume Michel, j'organise en effet les salons Guillaume? immobiliers sur la région. Aujourd'hui, je suis un peu comme Nadine et Isabelle, on est à l'arrêt complet sur la filiale événementielle depuis l'année dernière, l'arrêt brutal des salons. On a dû se réinventer également et on avait tenté en effet le pari du digital avec un salon digital. Ça n'a pas eu l'effet escompté et ce qu'on voulait. Et aujourd'hui, alors moi je suis optimiste déjà. On réfléchit à 6 mois et on pense qu'on pourrait réouvrir en septembre-octobre, mais on pense aussi que l'année est quand même encore un peu foutue. Et on n'a qu'une hâte, c'est de réouvrir ces salons pour accueillir le maximum de monde et tous se retrouver. Mais en effet, aujourd'hui, cette filière-là est complètement à l'arrêt et en annulant un salon comme le mien, c'est un poumon économique qui s'arrête également parce que c'est un manque de location dans les hôtelleries, un manque au niveau des traiteurs, un manque d'hôtesses, c'est tout un secteur économique, tout un poumon économique de la ville qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité. Ok, merci pour ce témoignage. Grégory Blanc-Villain. Alors, Grégory, d'abord, je vais peut-être te faire intervenir au titre de président de société, d'agence événementielle, et puis on évoquera dans un deuxième temps peut-être repère sur les perspectives et la prospective. Donc, Grégory Blanc-Villain, oui, moi, c'est l'agence d'organisation comme Event Organisation. Nous, on fait que du B2B et je rejoins mes collègues, confrères. Nous, pareil, on est entre moins 75 et moins 90%. J'ai la chance de clôturer au 30 septembre. Donc, finalement, l'année 2020 a été sauvée.
c'est l'année 2021 qui va être catastrophique. Hein. J'ai l'impression que je vais refaire un chiffre d'affaires comme je faisais il y a 10 ans ou 12 ans ou 15 ans. Donc voilà. Quoi te dire de plus? Bon, nous, on a essayé de se transformer, mais on l'a déjà évoqué, comme tout le monde, on va proposer du digital, mais c'est pas notre métier, c'est un autre métier, c'est beaucoup de technique et nous, c'est le contact humain, je pense, qui nous rassemble tous et qui nous plaît dans l'événementiel. Donc, si c'est pour être derrière un écran en permanence, c'est pas la même chose. Peut-être quand même dire aussi aux donneurs d'ordre qu'un événement digital, par contre, ça se prépare et il suffit pas juste de mettre une caméra et de filmer l'événement qui avait été construit avant et juste de le filmer, de le retransmettre, ça marche pas et on voit bien aujourd'hui que les gens derrière leur écran, il faut leur amener beaucoup d'autres choses pour qu'ils restent jusqu'au bout et même qu'ils viennent. Donc ça, c'est quand même un point et travailler sur le contenu, c'est important et sur le déroulé et la forme de l'événement qui n'est pas juste une captation d'un autre événement. Voilà, que te dire de plus? Nous, on travaille effectivement sur l'aspect RSE de notre entreprise et on est en train de se transformer en société à mission. Et on va proposer très, très prochainement des séminaires et des événements éco-responsables et avec un peu plus de responsabilité sociétale à l'intérieur. Voilà, donc on s'occupe à ça aujourd'hui et à côté mes casquettes de bénévole qui m'occupent pleinement, mais on y reviendra. Merci beaucoup, Grégory. Cédric Fiolet, donc important dans le dispositif événementiel parce qu'il organise et il reçoit de nombreuses manifestations ouvertes au public, des spectacles à travers le Parc Expo, à travers l'Arena. Cédric. Alors, ouais, effectivement, nous, on a deux activités. On a une activité de site d'accueil d'événements, que ce soit spectacle, congrès, salon, exposition. Et on a une activité d'organisateur d'événements en tant qu'organisateur de la Foire internationale de Montpellier, d'Art Montpellier, d'Energaia, un certain nombre de salons que vous connaissez. Bilan de l'exercice 2020, un peu comme tous mes confrères, hein, de l'ordre de moins 65% de volume d'affaires par rapport à 2019 et une perspective 2021 qui s'assombrit semaine après semaine, puisque aujourd'hui on ne voit pas de possibilité de réouverture et de réaccueil du public à court terme et au moins avant le mois de septembre. On a la chance quand même dans ce malheur de pouvoir avoir des événements à huis clos. En ce moment, on accueille l'Open Sud de France que vous pouvez regarder sur Via Occitanie en direct ou sur Being Sport. Donc, on a la chance de pouvoir continuer à travailler un petit peu, mais c'est pas du tout les mêmes métiers, c'est pas du tout la même chose. Alors, l'événementiel comme sans public, c'est vraiment très reposant. Mais c'est pas nos métiers, c'est pas le sens de notre action, c'est pas le sens de ce qu'on aime faire, de ce que nos équipes aiment faire. Donc voilà, donc effectivement, comme tous mes confrères, on a réfléchi à pas mal de choses et on a fait avancer des dossiers de fond. On a obtenu notre certification ISO 20121 à la fin de l'année 2020. On travaille sur l'extension du hall B2 du parc des expositions qui sera livré à l'horizon du mois d'octobre 2021. Donc, il y a pas mal de choses qui bougent et on s'inscrit de manière active aussi dans ce travail bénévole auprès des associations professionnelles que sont l'UNIMEF, que sont Repères et d'autres associations dont on est membre. Merci beaucoup, Cédric, pour cette première intervention. Je vais demander donc à Guillaume Canal, photographe professionnel, d'intervenir, qui lui rentre de mission de la Côte d'Azur. Il a la chance de travailler et il va nous dire en quoi son métier a changé depuis un an. Guillaume. Déjà, bonsoir à tous. Je suis très content d'être ici avec quelques visages que je connais très bien. Je vois quelques personnes avec qui j'ai déjà travaillé. Toi, le premier, Jean-François. Je suis à la fois content d'être ici pour parler de tout ça et un petit peu gêné aussi parce que je suis dans un secteur d'activité où ça a été très dur, mais quand même beaucoup plus facile de tourner cette page et de tirer un trait sur l'événementiel parce que c'est clairement ce qu'on fait tous depuis l'arrivée du Covid. Et moi, contrairement aux premiers qui ont parlé, qui parlaient de 80-90% d'activité en moins, c'est vrai que l'événementiel pour moi représentait une trentaine de pourcents.
30% d'activité sur l'année environ. Mais c'est au travers de cette activité-là que je tissais aussi mon réseau de photographes pour pouvoir travailler en dehors, pour développer ce que j'ai monté depuis maintenant 2 ans. Et je vois Geoffrey Garcia et Mika qui sont sur ce visio, qui font partie des bureaux que j'ai créés au marché du Lez. Donc je me suis concentré là-dessus. C'est un bureau qui s'appelle La Clique. Et c'est grosso modo un collectif d'indépendants, pas du tout une agence de communication. Voilà, pour justement appuyer et produire du contenu pour les agences de communication et les clients. Donc je me suis concentré vraiment là-dessus pour passer à autre chose, grosso modo, mais c'est vrai que ça manque à tout le monde. Ça me manque à moi le premier, de suivre des artistes sur des concerts, de travailler pour des radios dans différentes villes pour faire ce genre de choses, de faire des événements de lancement automobile avec Jean-François, avec le bruit blanc-vilain. C'est une situation qu'on ne maîtrise pas malheureusement. Ok, merci beaucoup Guillaume. Je pense, Guillaume, que tu devrais t'arrêter. Je sais que ce n'est pas toi qui conduis, mais pour la liaison, il faudrait que tu t'arrêtes un petit peu, notamment lors de tes interventions en direct. Et donc, moi-même, mon témoignage, il est tout simple, il rejoint un peu ceux des autres. 80% des chiffres d'affaires à moins sur notre agence de communication événementielle. On fait monter en puissance Visio Progress, qui est du coaching pour être plus performant à l'oral lors des visioconférences. Et puis, j'ai pu bénéficier, moi aussi, comme Isabelle et beaucoup d'autres parmi vous, j'imagine, du PGE qui s'obtient assez facilement, enfin, qui s'obtenait assez facilement, semble-t-il, l'année dernière, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, pour passer l'année dernière. Et là, j'ai sollicité, obtenu également le prêt rebond. Et puisqu'on parle des aides sans transition, rapidement, mais les aides de l'événementiel aujourd'hui sont essentiellement basées sur le chômage partiel des salariés, la prise en charge de certaines charges dans les entreprises, le fonds social pour ceux qui peuvent en bénéficier, à un certain nombre de conditions. Si vous ne les connaissez pas, je pense qu'on vous les donnera par la suite. Elles sont assez simples, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir. Le PGE, donc le prêt garanti par l'État, le prêt rebond qui est issu de la région Occitanie, qui accompagne notamment pour consolider la structure financière des entreprises, dont on peut bénéficier aussi. Il est beaucoup plus compliqué à avoir celui-là, mais il ne faut pas hésiter à le solliciter. Mais voilà grosso modo toutes les aides. La grande question qui se pose, et on l'a vu en préparant cette réunion tout à l'heure avec les intervenants, c'est jusqu'à quand, notamment, le chômage partiel, le fonds social s'en sépare. Parce que s'il y a des reprises qui vont se faire peut-être progressivement dans quelques temps, on ne le sait pas trop. Alors, quelles actions mettre en place pour poursuivre notre activité? Tout à l'heure, avec Nadine, on a vu cette belle initiative dans son agence. Et je pense qu'elle va peut-être un peu y revenir, Nadine, sur cette peut-être diversification. Parce qu'aujourd'hui, et le constat qu'on voit bien, c'est que tant qu'on n'est pas autorisé à reprendre notre travail, que chacun de nous, que vous soyez prestataire comme nous ou clients, que je salue d'ailleurs ce soir, qui sont avec nous, comme je salue également les étudiants de Montpellier, les étudiants de l'ISCOM en particulier, mais également les adhérents du Club de la presse et de la communication de Normandie. Peut-être la diversification et l'innovation sont une des clés pour pouvoir rebondir. Quel rebondissement? On a dit, je vais à nouveau te récéder la parole parce que ton activité, elle, s'est complètement arrêtée, en tout cas sur les événements avec les hôtesses, pas forcément dans les entreprises, tu vas nous l'expliquer. Et puis derrière, tu as dit, mais moi, il faut que je m'en sorte, que je fasse du chiffre, donc de la marge, parce qu'il faut que je vive. Exactement. Oui, donc moi, l'événementiel représente 10% de mon chiffre d'affaires. Donc, 10% en moins, il reste quand même 90% puisque je fais de l'accueil en entreprise, de l'externalisation de personnel d'accueil. Et donc, quand cette branche événementielle qui est quand même le départ de notre entreprise, j'y tiens. C'est la cerise sur le gâteau, c'est notre image de marque aussi. Et donc, je me suis dit, il faut la réinventer pour demain, et notamment sur le côté l'hôtesse-aria qui peut avoir une connotation parfois un peu vieux jeu, ou en tout cas avec une vision parfois sexiste de notre travail. Je me suis dit qu'il fallait réinventer ça, et donc je me suis associée avec un artiste montpelliérain qui s'appelle Marc Gaillet, et on est en train de co-construire, co-créer une gamme de vêtements qui va, je pense, vous plaire sur les prochains événements pour justement déringardiser notre profession, en tout cas, ma vision des choses. Donc ça, c'est le côté image. Et par rapport à un engagement écologique, je me suis engagée dans un label écologique qui s'appelle le label Envol, que je fais actuellement sur Montpellier pour mon entreprise.
Et donc, on est en train de voir avec une société de communication assez engagée comment transformer le street marketing pour qu'il y ait moins de déchets, tout simplement, avec le street marketing. Et vous proposer demain à vous, agence de communication, à communiquer autrement, puisque pour moi, ça me semble important de réfléchir au monde de demain. Voilà. Donc, ça passe par l'innovation, donc on vient de le voir à l'instant, une petite évolution d'entreprise et de transformation. Comment ça se passe, Guillaume Michel, pour le salon immobilier? Comment ça va se passer le prochain salon? Il aura lieu, il n'aura pas lieu? C'est quoi les perspectives et comment on se prépare à la reprise, Guillaume? Alors aujourd'hui, Guillaume Michel. il n'aura pas lieu. Déjà, je l'ai décalé. Donc déjà, celui de mars, il n'a pas lieu pour le moment, il est en décalage et on essaie de le positionner sur mai-juin. Chose où je pense que ça ne marchera pas. Derrière, on attendra notre deuxième édition, qui est plutôt celui de septembre, qu'on fait également chez Cédric au Parc des Expositions, où là, j'espère pouvoir le faire, mais on a des craintes aussi. S'ils ne se font pas, aujourd'hui, nous, on avait développé le digital l'an dernier pour voir. On a bien vu que ça a marché, pas marché. Et Grégory l'a bien dit tout à l'heure. Le digital, c'est complètement autre chose. Nous, on est là pour faire rencontrer les gens et rencontrer des gens. C'est une personne qui est derrière juste son ordinateur et ça n'a pas eu l'effet escompté. Maintenant, c'est quelque chose qu'on se servira quand même en plus de nos salons physiques parce que ça peut toucher une clientèle qui ne peut pas venir sur la région. Mais aujourd'hui, la reprise, je la vois transitoire, c'est-à-dire qu'elle va reprendre petit à petit, je pense, parce qu'en effet, il faut voir quand on va nous autoriser à reprendre. Et ce qu'on disait en préparation tout à l'heure, c'est que tout le monde ne va peut-être pas suivre cette reprise, il va y aller petit à petit, parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne pourront toujours pas, parce qu'il y a des gens qui auront encore des craintes, et c'est ceux qui feront confiance à notre reprise qui feront que les gens suivront les années suivantes. Donc ça va repartir petit à petit, mais je pense que ça repartira, et aujourd'hui, moi, je suis très optimiste pour que ça reparte. Ok, merci Guillaume. On va Cédric, parce que Cédric a également une casquette, donc je le disais tout à l'heure, vice-président de l'UNIMEV, donc cette belle association de l'Union des métiers et d'industrie donc de l'événementiel. Il est vice-président. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui au niveau national sur justement la possibilité de reprendre ou pas et quand? Qu'est-ce qui se dit et comment on se prépare? Cédric? Ton micro est fermé, Cédric. Ton micro. Je vais couper Voilà. l'écho. Voilà, En fait, il y a plusieurs sujets. Il y a tout d'abord le sujet des aides. Comment maximiser les aides dont les professionnels de l'événementiel au sens large peuvent bénéficier, comment les pérenniser dans la durée pour accompagner pendant la crise, mais aussi quelles sont les aides qu'on va devoir pouvoir mettre en œuvre au moment du redémarrage, parce qu'on sait très bien que entre le moment où on nous dira « Ok, vous pouvez redémarrer » et le moment où les clients reviendront, où on aura relancé, recommercialisé nos événements, il y aura une inertie qui va être entre 3 et 9 mois, puisque c'est à peu près les temps de préparation des événements, enfin, en tout cas ceux qu'on opère chez nous. Donc ça, c'est le premier volet et, qui est traité par l'UNIMEV auprès de la cellule interministérielle de crise. Le second sujet, ça va être quelles sont les conditions de redémarrage et quels sont les protocoles sanitaires qu'on va devoir mettre en œuvre pour pouvoir redémarrer. Alors, on le voit aujourd'hui, hein, là, il y a tout un mouvement qui est en train de se déployer pour pouvoir organiser des congrès tests, des salons tests, des événements d'entreprise tests, un petit peu comme vont le faire les concerts au mois d'avril et au mois de mars et à Paris. Bien sûr que je pense que c'est une bonne chose. Ça peut être à double tranchant parce qu'il faut absolument que ces tests soient réussis pour qu'ils nous puissent permettre d'être bénéfiques à nos professions et de redémarrer. Je trouve que c'est une stratégie assez étonnante de la part des pouvoirs publics de nous demander de démontrer qu'on est plus sûr qu'un centre social. Mais bon, c'est comme ça, donc on va s'y mettre. Ce qui est certain, c'est que même si on redémarre dans le courant du second semestre, c'est qu'on va redémarrer dans des conditions dégradées de crise sanitaire, avec des masques, avec des jauges maximum par hall.
et des problématiques, notamment sur les espaces de restauration et de convivialité, qui vont rester très marquées jusqu'à la fin de l'année. Ok, merci Cédric pour ces éléments d'information. Grégory, est-ce que, à ton avis, et vu les fonctions que tu occupes, et tu es un peu au carrefour là, de l'information qui arrive des professionnels d'événementiel, mais aussi des clients aussi, hein, mais peut-être un peu plus que nous autres tout seuls, est-ce que la culture de l'entrepreneur, du décideur, de la collectivité peut changer pendant cette période pour qu'ensuite, est-ce qu'on va en fait retrouver les habitudes des acheteurs auprès des prestataires de services, quels qu'ils soient de l'événementiel? Est-ce qu'il y a un danger? Moi, je pense qu'il y a, il y a un danger. Je pense qu'on ne retrouvera pas l'événementiel comme on l'a connu. En tout cas, déjà, ça mettra très longtemps avant de retrouver le même système. On va même pas parler des événements internationaux. Je ne sais pas à quel moment on pourra retrouver des déplacements internationaux comme on l'a connu avant. C'est vrai qu'il y a un danger. On l'a évoqué dans cette réunion. Il y a beaucoup d'échos. Hein, je ne sais pas s'il y a des micros ouverts. Il y a des échos parce qu'il faut peut-être fermer les micros. Ouais. Ceux qui n'interviennent pas, fermez vos micros s'il vous plaît. Et, parce que vous avez certainement les enceintes ouvertes également. Il faut fermer vos micros s'il vous plaît. Ça va s'arranger tout ça. On l'évoquait en préparant cette réunion. On a sur les donneurs d'ordre, on a quand même beaucoup d'inquiétudes par rapport à des événements qui n'auront pas eu lieu pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans pour certains peut-être, de savoir comment ça va repartir de ce côté-là. Est-ce que sur des événements, par exemple, qui avaient des modèles économiques essentiellement sur du partenariat privé, où pendant 1 an, 2 ans, les décideurs auront fléché leur budget de communication sur d'autres secteurs d'activité, c'est pas sûr qu'ils retrouvent aussi ces budgets-là. Sur le B2B, sur le corporate, des entreprises qui pendant 1 an, 2 ans n'auront pas fait leur arbre de Noël et auront trouvé une solution alternative par rapport à ça, n'auront pas fait leur soirée d'entreprise ou leur séminaire annuel et l'auront peut-être transformé en autre chose, sur des gros congrès nationaux, internationaux également. Alors ça peut être une opportunité, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura moins de grands congrès mondiaux ou nationaux à Paris et peut-être qu'on va peut-être se retransformer sur des congrès peut-être un peu plus petits et ça va peut-être venir dans les régions et en province. Donc c'est pour ça qu'il y aura sans doute des opportunités là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personne ne peut dire, quand est-ce que ça va repartir. Le temps que ça reparte vraiment pour retrouver le rythme d'avant, je ne veux pas être pessimiste, mais il y en a pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Et cet impact-là psychologique aussi sur les décideurs, je n'ai pas la réponse, mais j'ai quand même… Voilà, je pense qu'il y aura une transformation à faire. C'est aussi pour ça que, on en parlera tout à l'heure de repères, hein, mais on a mis quand même dès la création de cette association le mot responsable. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux, et on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé sur les élections municipales, mais on voit bien qu'aujourd'hui l'enjeu, et la crise sanitaire le prouve encore plus sans doute aujourd'hui, il va falloir transformer nos événements, il va falloir qu'on puisse gérer nos déchets des événements, il va falloir… bien sûr que le plastique à usage unique doit disparaître complètement, etc., etc. Donc, effectivement, il y aura des enjeux importants sur les événements à venir et je pense qu'on devra les transformer. On ne retrouvera pas le monde d'avant et il y aura un monde d'après qui ne va pas être complètement différent, mais il y aura quand même des transformations. Cédric, je reviens vers toi parce que toi, tu es quelque part un gros donneur d'ordre. En accueillant une manifestation, on fait travailler de la sécurité, on fait travailler des hôtesses, on fait travailler des traiteurs, on fait travailler des chauffeurs, on fait travailler des agences événementielles qui montent des réceptifs sur des événements à l'intérieur de ceci ou autre. Là aussi, il y a des évolutions qui se préparent, comme le dit à l'instant Grégory. Alors c'est vrai, comme tu le dis, on est la partie visible de toute une filière que tu as citée. En fait, les évolutions, on les voit aujourd'hui d'une manière assez court-termiste. Tu vois qu'un certain nombre d'acteurs se sont orientés vers de la numérisation, de l'hybridation d'événements. Maintenant, on n'est pas du tout capable de mesurer, c'est insupportable cette chose. On n'est pas du tout capable de mesurer de quelle manière ça va être des tendances de manière durable dans l'habitude des clients. Et donc, c'est toujours la question de est-ce qu'aujourd'hui, on doit investir dans des technologies qui nous permettent de nous numériser
et ne nous serviront plus à rien demain. Comment on doit fonctionner sur ces sujets-là? Je pense qu'il y a vraiment il y a une phase de réflexion et on doit profiter de ces temps morts dont on bénéficie aujourd'hui, enfin ces temps de sous-activité, pour pouvoir réfléchir à comment on va pouvoir retravailler ensemble au moment du redémarrage, comment on va pouvoir peut-être mieux partager la valeur de manière à ce que tout le monde puisse retravailler. Et puis peut-être même aussi comment on va pouvoir partager les risques aussi pour créer de nouveaux événements. Oui, Cédric, merci beaucoup. Guillaume, Michel, là aussi, on l'a vu tout à l'heure, je vais essayer de synthétiser en une phrase. Le digital vient en support des événements, il ne remplace pas la rencontre, qui est l'ADN de l'événementiel. C'est important, Guillaume, la rencontre sur les salons, sur les stands, ce petit verre de l'amitié, voire même qui est suivi d'un déjeuner derrière, qui conclut les affaires et qui facilite l'activité. C'est bien ça, Guillaume? On a perdu Guillaume Michel. Il est avec nous toujours. J'avais fait comme Cédric, j'avais pas appuyé sur le micro. Je disais, oui, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on vient sur un salon pour se rencontrer, pour parler, pour concrétiser des affaires et pour trouver aussi quelque chose. On vient sur un salon, voilà, pour tout ça et on a besoin de se rencontrer. Des stands sont fabriqués, sont faits pour justement ces échanges et ces rencontres. On vient boire un coup, on vient manger un coup également et ça favorise l'échange, ça favorise les relations, ça favorise le business. Le salon en digital n'a pas ça, ne permet pas ça. Donc aujourd'hui, le salon physique a un réel intérêt et moi j'en suis sûr aujourd'hui, enfin, c'est ce qu'on veut faire et continuerait à le faire, c'est qu'on continuera à faire ça. Par contre, le digital nous a appris certaines choses et comme on en parle depuis tout à l'heure avec les autres intervenants, c'est qu'il faut repenser certains modèles et autres. Quand on l'a lancé, nous, ça a été une base de test l'an dernier. On a eu des très bons côtés positifs et des côtés négatifs. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure déjà en premier lien, c'est que ça va être quelque chose qui va être en complément de notre salon physique, le digital, pour permettre à des gens qui ne peuvent pas y venir. Mais le principal pour moi et la vente de mon salon sera sur le salon physique. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ces rencontres-là pour faire du business. Tout à fait. Alors, justement, sans transition avec Isabelle Hussert. Isabelle, l'an dernier, beaucoup de mariés ont annulé leur mariage. Cette année, qu'est-ce qui se passe? Parce que les mariages, ça fait travailler beaucoup de monde. Hein. Ça fait travailler des fleuristes, ça fait travailler des photographes, ça fait travailler un stand de prestataires, des salles de réception, ça fait donc travailler des traiteurs. Comment ça se passe, les mariages 2021? Est-ce qu'il va y en avoir? Est-ce qu'il va y avoir des fêtes? En fait, votre canet de... Est-ce que vous avez des bonnes commandes? Il y a des commandes pour cette année 2021? Oui, on a bien sûr, on a des bons de commande entre des mariages qui se sont reportés de l'année dernière et des nouveaux. Mais le problème en étant très, très objectif, est-ce qu'on va pouvoir les recommencer au mois d'avril? Avril-mai, on ne sait pas. Aujourd'hui, moi, j'ai des couples qui m'appellent, mais je dis, j'en sais pas plus que vous. Le souci, c'est que à force de reporter, moi j'ai quand même dans mes clients un couple qui en est au 3e report. C'était au printemps l'année dernière, on est passé en octobre et maintenant ils ont planifié sur le mois de mai. Est-ce qu'on va pouvoir le faire au mois de mai? Je ne sais pas. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on entend deux échos. Il y a des couples qui ont repoussé l'année dernière et qui disent qu'ils ne veulent absolument pas renégocier, repousser cette année encore. Et il y en a d'autres. Moi, je sais qu'on a des clients qui vivent à l'étranger. Je suis quand même un petit peu, même si pour l'instant, on reste toujours très positif, et eux et nous, est-ce qu'ils vont pouvoir venir, entre autres, du Japon? Je commence à avoir des gros doutes, quoi. Sachant que c'est quand même les mariés qui vivent là-bas. Donc, mais on sent quand même que les gens ont envie, y compris, bon, on parle des mariages qui sont les gros événements, mais il y a aussi des anniversaires. Bon, on est dans une région où les gens se reçoivent beaucoup l'été. Et c'est vrai qu'on sent que les gens, aujourd'hui, continuent à réserver en disant, bon, on réserve et on va voir ce qui va se passer. Mais on est tous incapables de dire, oui, on va pouvoir faire l'événement, non, on ne pourra pas. C'est en fait le plus dur pour nous et qu'il est aussi pour nos clients, c'est qu'on n'a pas de date, on ne sait pas.
Donc, on continue on continue à faire des repérages, comme si le mariage, si des événements allaient avoir lieu. Mais en toute objectivité, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à travailler normalement. C'est vrai que ça, c'est dur pour tout le monde. C'est dur psychologiquement pour les couples parce que et c'est dur aussi pour nous, pour nos salariés, parce que en permanence, on repousse. On dit oui, on a des commandes, mais est-ce qu'on va pouvoir les faire? Voilà. Donc, on rassure aussi nos clients, mais on se doit aussi de rassurer nos salariés. Mais soyons clairs, chaque fois, on change un petit peu de discours et on rallonge. On dit on va pouvoir retravailler au printemps. Franchement, aujourd'hui, on ne sait pas si on va pouvoir retravailler normalement au printemps. On ne le sait pas. En tout cas, on va saluer, je pense que tous ceux qui sont également avec nous, vous êtes une cinquantaine, ce soir un peu plus de 50 je crois, votre capacité de résilience, parce que tous les matins, il faut penser une chose, c'est que depuis un an, il faut quand même se lever avec les inquiétudes, l'incertitude qui est la nôtre, cette non-connaissance de l'avenir professionnel et qui pèse sur nous et sur nos familles, évidemment, vous vous en doutez. Alors, puisqu'on parle de ça, sans transition, un petit mot également sur ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, cette manière de mieux communiquer entre nous les professionnels, semble-t-il, aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois. Et ce mot qui se dégage, on a de la bienveillance pour nos clients, mais entre nous, on a de la solidarité. Et cette solidarité, c'est un petit peu aussi, quelque part, ça me permettra de faire le pontage avec l'association Repère dont on va parler maintenant Grégory. C'est le vieil adage qui dit, vous savez, tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Donc, Repère, c'est peut-être un peu ça aussi. Alors, Grégory, qu'est-ce que Repère? Qu'est-ce que cette association que tout le monde ne connaît pas encore aujourd'hui et qui regroupe donc, je le rappelle, les professionnels de l'événementiel de l'arc méditerranéen? Grégory. Merci Jean-François. Donc effectivement, Repère, c'est pour aller plus loin, mais c'est surtout pour tenir plus longtemps là, que c'est né au départ. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pendant tout le premier confinement et à la suite, il y a eu tous ces débats sur les codes APE. Et à un moment, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de se défendre et de faire entendre nos métiers qui étaient totalement diverses. Mais tous liés, et vous l'avez, Guillaume l'a dit, Cédric l'a dit, on s'est rendu compte que ça faisait travailler énormément de monde, qu'il y avait énormément d'entreprises et de salariés et d'intermittents et de saisonniers qui étaient liés au secteur de l'événementiel et que quand ce secteur-là est à l'arrêt, c'est tout un pan de l'économie qui est mort. Et même sur les retombées économiques d'un territoire, comme je dis toujours, s'il n'y a plus un seul congrès, plus un seul salon au Parc Expo et au Quorum de Montpellier, on verra combien d'hôteliers et de restaurateurs seront encore là dans un an. Donc, c'est vraiment toutes ces retombées, c'est les chauffeurs de taxi, etc. Donc, il y a eu tous ces débats et au fur et à mesure, on s'est au départ structuré autour de commissions qui avaient été mises en place par Bruno Le Maire dans les préfectures avec les syndicats professionnels. Et puis après, on a continué à se fédérer jusqu'à créer ce collectif qui est né au mois de novembre pour se fédérer. Donc l'objectif numéro 1, c'est bien sûr de défendre nos intérêts, comme je le disais, de tenir le plus longtemps. Et il va falloir surtout, je pense, en 2021, continuer à se battre. Et c'est pour ça que Repère, d'ailleurs, a adhéré immédiatement et à la CPME et au MEDEF en local et à l'UNIMEV au niveau national, parce que le gros danger, ça va être au moment comme le disait Isabelle, où on va nous dire c'est bon, vous avez le droit d'organiser des événements, mais avec les mesures barrières, mais avec les contraintes, mais avec la perte de rentabilité et avec le délai d'organisation qu'on aura, où ce sera compliqué. Donc, c'est vraiment l'objet au départ qui nous a permis de nous fédérer, c'est de se défendre, de défendre nos intérêts, de continuer à se battre, de faire entendre un certain nombre de métiers qui ne rentraient pas dans les cases pour avoir accès au chômage partiel, pour avoir accès au fonds de solidarité. Donc, ça a été tout ce travail d'ailleurs on a monté toute une liste dans le règlement intérieur pour adhérer, pour voir un peu qui ça concernait. On a créé 3 collèges. Donc, il y a tout le collège des organisateurs, que ce soit les agences d'organisation d'événements, que ce soit les agences réceptives, que ce soit les producteurs d'événements, donc organisateurs de salons, organisateurs de foires, organisateurs de festivals, d'événements sportifs, etc. On a voulu d'ailleurs y associer les clubs sportifs qui sont des producteurs d'événements sportifs tous les week-ends avec une billetterie à vendre. Avec là, on voit bien le problème que ça va poser dans les modèles économiques, tous ces huis clos qui durent finalement toute la saison.
Donc, on a mis ces clubs sportifs pro qui sont importants aussi sur la région avec nous. On a tout un collège sur les lieux de réception. Donc là, c'est aussi large, c'est tous les hôtels qui accueillent des congrès et des séminaires. C'est tous les domaines privés. Je ne vais pas les citer, il y en a énormément sur la région. C'est tous les lieux de foires et congrès. Hein. On a Cédric qui est là, on a Sandra Vernier avec le Quorum et le Zénith qui sont dedans, on a le parc des expositions de Béziers, et puis tous les lieux culturels aussi qui accueillent des événements. Le musée Fab devrait nous rejoindre, on a le musée de la Romanité, on a l'Opéra de Montpellier. Tous ces lieux culturels, on a des théâtres privés qui en dehors de la billetterie théâtre, font aussi beaucoup d'événements B2B. Donc, tous ces lieux auxquels des fois on ne pense pas, les cinémas aujourd'hui se développent sur l'événementiel et donc ont perdu une part importante de leur chiffre d'affaires avec ça. Et puis donc un collège qui est très large et qui regroupe tous les prestataires. Et là, quand on fait la liste, on voit que ça fait travailler énormément de monde puisque c'est bien sûr les traiteurs, c'est les loueurs de chapiteaux, c'est les loueurs de matériel, c'est les loueurs de mobilier, c'est toutes les boîtes de matériel technique, son, lumière, vidéo, c'est des transports, de la logistique, tous les autocaristes qui bossent avec les congrès. Aujourd'hui, il y en a certains qui ont perdu une grosse part de leur chiffre d'affaires. C'est les chauffeurs de taxi. Quand il n'y a plus de congrès, qu'il n'y a plus de business professionnel, il n'y a pas grand monde qui arrive à l'aéroport de Montpellier. C'est des fleuristes, c'est des paysagistes. Je vois Jean-Marc Simon qui fait partie du bureau de repère qui est là avec Flora Bora. C'est des décorateurs, c'est des photographes, c'est des vidéastes, c'est tout le monde artistique. Alors, nous, on ne prend pas les intermittents qui, eux, ont un statut un peu particulier et de salariés, mais tous les producteurs artistiques, toutes les compagnies artistiques sont touchés, etc., etc. Je ne peux pas faire la liste finalement, tellement il y a de monde qui travaille autour de ça. Bien sûr, on est au club de la presse, c'est toutes les agences de relations publiques, c'est les agences de marketing, certains imprimeurs, certaines agences de com plutôt globales, mais qui travaillent énormément sur des supports événementiels. C'est les fabricants de supports événementiels. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que la liste est très longue, mais quand on voit tous ces métiers finalement qui sont à l'arrêt par ce monde-là, c'est très important. Donc voilà, l'objet a été de se fédérer. C'est des collectifs qui sont nés un peu partout. Hein. Il y en a un à Toulouse qui s'appelle SOS Event 31. Nous, on a mis Arc Méditerranéen. On ne voulait pas s'enfermer dans des secteurs géographiques parce qu'on sait très bien que l'attractivité du grand territoire montpelliérain, et c'est là où je dis toujours, et notamment aux politiques, nous, pour les prestataires, que le congrès il ait lieu au parc des congrès, au palais des congrès de la Grande Motte, du Cap d'Agde, au parc des expos de Montpellier, au Quorum, ou au domaine, dans les domaines privés ou dans les manades du Gard, pour tous les prestataires que ça fait travailler et toutes les retombées économiques que ça a sur le territoire, c'est la même chose pour nous. Donc nous, c'est vraiment le grand territoire montpelliérain. Donc ça, c'est dans le Gard, ça va jusqu'au PO. On a quelques adhérents aussi sur Avignon. Ça peut être le sud Aveyron. Voilà. Donc, Toulouse à la sienne, nous l'est Occitanie à son association. Et si je ne veux pas être trop long, juste pour finir sur les missions, donc vous l'avez compris, la première mission, c'est vraiment la défense des intérêts de la filière. On a Cédric qui est vice-président à l'UNIMEV, on a Bernard Cabiron qui est président des traiteurs de France et qui est avec les ministères en permanence. Nous, on fait tout ce travail de lobbying on a eu déjà des réunions avec Carole Delga, prochainement avec Michael Delafosse, etc. Donc, sur les territoires par rapport à nos acteurs. On fait par exemple un travail de lobbying en France en essayant de réclamer que des structures gouvernementales qui ont l'organisation du congrès avec des marchés publics que ça peut concerner, il est essentiel que les acteurs locaux puissent intervenir dessus. Donc, on a une réunion prochainement qui vient de se programmer là-dessus. Donc, c'est tout ce travail de lobbying et de défense des intérêts sur les mesures. Et puis après, comme toute association, le deuxième point, c'est vraiment l'aspect solidarité, synergie entre adhérents. Et plus on se connaîtra, plus on arrivera à être fort ensemble et à tenir longtemps, à créer peut-être, comme l'a dit Cédric, il ne faudra pas attendre peut-être le client, mais coproduire des événements ensemble, prendre les risques d'organisation ensemble si on veut que ça redémarre plus vite. Là, on a une commission avec Philippe Bell qui va travailler peut-être sur des conditions générales de vente parce que
on va vivre une période où on aura le droit, mais les clients pourront peut-être quand même annuler parce qu'il faudra encore porter des masques. Donc, à un moment, les conditions générales de vente et notamment d'annulation, on a tous pris au départ un peu à la légère et on s'est tous rendu compte à un moment que finalement, est-ce qu'on rembourse les arts, est-ce qu'on rembourse les acomptes ou pas, qu'est-ce qu'on garde pas dans le lien commercial, c'est compliqué. Si on a tous les mêmes conditions, ça aidera à ce que le client ne joue pas trop non plus, ne joue pas trop là-desdessus. Et puis après, on a un gros travail de réflexion sur l'avenir de la filière et des métiers. On a monté un lab, l'Event Med Lab, ça s'appelle, avec Sandra Vernier du Quorum, avec Philippe Bale et donc Cédric à l'Observatoire, il pourra en dire un mot aussi. Donc, pour faire un observatoire de qu'est-ce qu'on représente, parce qu'aujourd'hui, on est incapable de donner des chiffres, hein, on nous les demande toujours, mais on est incapable en local de dire combien on représente en termes de retombées économiques, en termes d'emploi. Donc ça, c'est important si on veut être écouté. Regarder ce qui se passe et les tendances, justement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que la digitalisation va entraîner sur nos métiers, qu'est-ce que l'aspect psychologique de cette crise va entraîner à long terme dans la façon d'organiser les événements. Donc ça doit réfléchir à tout ça. Et l'idée aussi d'entraîner tous nos adhérents à monter en compétences en termes de politique RSE, parce qu'on est persuadé aujourd'hui que la destination en elle-même, si elle veut être attractive, il faudra qu'elle soit responsable. Donc, c'est un peu l'objet et on ne va pas le faire tout seul. Ce sera bien sûr en collaboration avec le bureau des congrès, avec les collectivités, avec les différents offices de tourisme et les différents acteurs, le CRT, etc., pour être force de proposition auprès des pouvoirs publics pour essayer de rendre plus attractive notre territoire, notre concurrence, elle n'est pas entre nous, elle n'est pas entre le Palais des Congrès de la Grande Motte et le Quorum, elle est avec Marseille, elle est avec Toulouse, elle est avec Barcelone, elle est avec Lyon, etc. Voilà en gros, j'étais déjà un peu trop long. Voilà. Je crois que tu as bien résumé et je t'en remercie beaucoup parce que je tenais à ce qu'effectivement qu'il y ait un coup de projecteur sur cette initiative. Donc l'association s'appelle Repère. Tu nous donneras tout à l'heure tes coordonnées ou plutôt les coordonnées de l'association si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements, voire même faire une demande d'adhésion. Cédric, justement, puisqu'on parle de Repère, toi tu animes la commission de l'Observatoire dont parlait à l'instant Grégory. Est-ce que tu nous en toucher quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, comme le disait Grégory, l'une des premières actions qu'on doit avoir, c'était d'abord de fédérer un grand nombre de professionnels autour de nous. Et je pense que l'initiative a été globalement bien perçue, puisque 70 adhérents après 3 mois d'existence, c'est quand même bien, c'est significatif. Maintenant, c'est continuer à inviter les acteurs de l'événementiel au sens large à nous rejoindre, à venir travailler avec nous, à venir réfléchir avec nous à l'avenir. Mais moi, mon job dans la commission observatoire, dans un premier temps, c'est de donner un état des lieux et de donner des métriques de ce que représente l'association, de ce que représentent ces 70 adhérents en volume d'affaires, en nombre d'emplois, comment a évolué leur activité entre 2019 et 2020. Est-ce qu'ils se sentent sensibilisés par ces problématiques d'éco-responsabilité, de développement durable et de quelle manière nous, le collectif, peut les accompagner au travers d'ateliers, d'échanges de bonnes pratiques, voire même de certification à terme pour certains, pour ceux qui voudront aller jusque-là. Donc en fait, voilà, c'est tout ça qu'on est en train de construire. Après, c'est extrêmement positif parce que moi, ça va faire 5 ans que je suis à Montpellier et je connaissais déjà pas mal de monde, d'acteurs, de prestataires, mais cette association m'a permis de rencontrer encore plus de monde, plus d'acteurs, des prestataires que je ne connaissais pas, des gens avec qui on a échangé des idées, avec qui on a commencé à parler de certains projets. Et il y a vraiment quelque chose de très solidaire et de très bienveillant qui se dégage de tout ça. Et c'est aussi une force qui nous permet d'envisager demain avec un peu de positivité, même si demain, c'est encore loin. Voilà. Même si demain, c'est encore loin. Alors, je vous rappelle que vous avez la possibilité, certains d'entre vous le font, de vous exprimer via le chat, hein, donc vous écrire un message, ou bien même, parce qu'on peut le faire là aussi, hein, puisqu'on n'a pas énormément de questions, puis les questions que vous posez, ce qu'on a ici, on rejoint un peu les propos qui sont tenus.
de lever la main directement sur le petit icône qui est là, puis je vous céderai la parole. Le débat n'est pas fermé, bien au contraire. Nadine, là aussi, je vais revenir vers toi, Nadine, sur les perspectives à travers tout ce qu'on vient d'entendre. Là aussi, peut-être nous dire quelques mots sur l'avenir. Est-ce qu'une agence d'hôtesse sera toujours présente sur les événements? Parce qu'on a évoqué le fait que ça allait reprendre doucement, mais où est-ce qu'elle est, Nadine? Voilà. Là. Tu Peut-être un m'entends? petit peu. Oui, vas-y. Oui, je pense qu'on fera partie des dernières roues du carrosse de la reprise. Je suis en train de créer avec une start-up montpelliéraine une hôtesse virtuelle. Je suis allée jusque-là dans les projets pour justement qu'elles ne deviennent pas des clusters à elles-mêmes. Donc voilà, mais ça y est, on devrait le sortir dans 2 mois, donc on va rigoler avec ça aussi. Oui, on sera les dernières roues du carrosse, mais en tout cas, moi, je serai toujours là. Ça fait 34 ans qu'on est là. Je serai toujours en place parce que ça m'anime toujours autant et j'aime toujours ça. Et que ce premier sourire, je pense que c'est important pour vos événements, en tout cas. Voilà. L'accueil, les premières secondes, la première impression. Tout à fait. Là, on ne peut que partager. Guillaume, est-ce que tu es toujours sur la route? Est-ce que tu peux allumer la lumière du plafonnier et nous parler un petit peu de l'évolution de la photographie? Alors, on l'a bien vu, hein, elle s'est digitalisée depuis 20 ans. Hein, on a bien vu ce qui se passait, hein, la photo papier. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce secteur d'activité, dans la photo et si on ouvre un petit peu le spectre dans la vidéo? J'aimerais avoir la réponse. Mais bon, déjà, rebonsoir à tous, pardon, si jamais vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure. Je voulais revenir juste avant de répondre à ta question parce que ça m'y refait penser avec ce que vient de dire Nadine et ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Où pour moi, même si c'est moins de 50% de mon activité, l'événementiel, au travers de la photographie et de la vidéo, parce que je travaille avec beaucoup de caméramans, on a parlé du côté humain tout à l'heure et je pense que c'est ce qui manque à tout le monde et ce qui manque aux gens. Et c'est grâce à ça que tous on fait du business finalement et c'est urgent vraiment que ça reprenne. Maintenant, te répondre sur quel est le futur de la photographie, ce serait prétentieux de ma part, mais je pense que il faut tout simplement qu'on arrive à se serrer les coudes, tout domaine confondu, pour arriver à trouver des solutions nouvelles pour faire parler des différents métiers de chacun qui sont en train d'évoluer. Moi, par exemple, dans mon métier, c'est passé par le développement d'un bureau un collectif d'indépendants que j'ai développé au marché du Lez depuis 2 ans, dans lequel maintenant j'ai 25 personnes. Et ces 25 personnes sont d'univers vraiment différents, mais tout autour de la communication et de l'image. Donc ça m'a permis depuis, et encore plus avec ce Covid et l'arrêt de tous les événements, de pouvoir me tourner vers des gens vers qui je ne me tournais pas forcément avant pour connaître mieux leur métier, que ce soit des graphistes, des gens qui sont dans la vidéo et qui font de la publicité, de me proposer à eux pour faire du coup plus de corporate, plus d'entreprises, plus de publicité. Et du coup, moins de concerts, donc même si ça me manque, moins d'événements, même si ça me manque, parce que c'est ce que j'adore aussi, rencontrer des gens, discuter, c'est quelque chose de très enrichissant. Donc on le fait d'une autre manière aujourd'hui, au travers, comme je le disais à l'instant, de campagnes de communication que je peux faire pour des agences ou des clients. Mais oui, c'est difficile. Ensuite, on a abordé plein de sujets, donc j'ai plein de choses qui me viennent en tête là, mais je pense que le plus important, j'espère que ça va pas couler parce que je suis en voiture et j'ai 4% de batterie. On va y arriver. Mais c'est de s'entraider, créer des choses comme le collectif Repère, par exemple, auquel je vais adhérer avec Grégory et Isabelle. C'est une très bonne idée de faire ce genre de choses parce que c'est au travers de ça que, à contrario du passé où peut-être chacun était dans son secteur d'activité de manière assez individuelle, là, ça va pousser l'humain au sens large et nous, dans l'univers de l'événementiel, à peut-être se rapprocher pour trouver des liens entre nous qui n'existaient peut-être pas ou qui n'étaient pas assez forts avant. Et ça peut aller de la boîte d'hôtesse jusqu'au technicien. C'est peut-être utopique ce que je raconte, mais je trouve que les liens sont plus forts au travers de cette crise et le seront plus à cette crise qui ne l'était avant, où
pour tout ça, je suis photographe, donc je travaille pour. Un coup, je vais peut-être travailler sur un concert à l'Arena, un coup, je vais travailler avec une agence de communication avec Jean-François Boyer, avec Grégory Blanc-Villain. C'est varié, mais je trouve que là, vous êtes unis. Et avant, l'image que j'en avais, c'est que c'était un petit peu plus individuel, tout simplement. Donc, c'est vraiment le truc positif que je ressors de tout ça. Ouais, Ensuite, tout à fait. C'est ce qui ressortait quand on parlait avec les intervenants. Je vais te couper, Guillaume, parce que j'aimerais que quelqu'un réponde à cette question, parce qu'on a une étudiante qui s'appelle Saloua et qui pose la question suivante. En tant qu'étudiant ou étudiante, hein, Saloua, je pense que c'est une jeune fille, mais elle a marqué étudiant. En tant qu'étudiant et futur diplômé, peut-on penser un jour travailler dans le secteur de l'événementiel, car avec la crise sanitaire, 3 points de suspension? Qui veut lui répondre et lui donner un petit peu d'optimisme à cette jeune fille ou ce jeune homme? Grégory? Ouais, Isabelle, alors mets ton micro, tiens. Elle a levé la main en premier. Allez, Isabelle. Il faut que tu remettes ton micro. Oui, moi je pense qu'il faut rester optimiste. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, être étudiant, avec tout ce que l'on entend, c'est compliqué. C'est sûr que pour eux, c'est difficile de voir effectivement un avenir dans l'événementiel. Mais je pense que ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que aujourd'hui, on vit tous des moments difficiles dans nos entreprises. Là, il y a un panel vraiment dans tous les secteurs. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on croit tous en l'avenir. Alors, effectivement, pas forcément à court terme. Et donc, cet avenir, il passe obligatoirement par ces jeunes, ces nouveaux diplômés qui vont arriver, parce que c'est eux aussi qui vont nous permettre de modifier un petit peu les modèles que l'on a dans nos entreprises. Donc, moi, j'ai envie de donner plutôt une vision positive. Certes, pas de délai, parce que nous-mêmes, on n'en a pas. Est-ce que ça sera en septembre? Mais par contre, j'ai plutôt envie de donner aux jeunes une vision positive, parce que de toute façon, l'avenir de nos entreprises passera aussi par eux et leur savoir. Eh bien, voilà, Isabelle, c'est formidable. Grégory, tu voulais dire quelque chose Ouais, aussi? juste compléter. Bon, oui, ça va repartir sous différentes formes. On fera un moment un happening pour présenter Repère qu'on a repoussé nous aussi, comme tous les événements au fur et à mesure, mais justement pour dire que l'événement c'est la vie et je crois qu'on en est tous conscients. Cette vie où on va juste travailler et on s'enferme le soir, c'est pas notre vie et une vie sans fête privée, sans mariage, sans baptême, sans une vie d'entreprise, sans séminaire, sans soirée d'entreprise, sans moment de convivialité, une vie sans concert, sans théâtre, sans festival, etc. C'est pas une vie, c'est pas la vie. Donc oui, ça va repartir. C'est marrant parce que quand je donnais des cours encore il y a quelques analyses, comme tout le monde voulait être wedding planner, là il est évident qu'il va y avoir un embouteillage de mariage pendant 2-3 ans, donc je pense qu'il y aura du boulot là, puisque tout le monde reporte et en 2022 il va falloir rattraper 2 ans de mariage, donc il va y avoir du boulot, donc oui ça va repartir. Et l'info que je voulais juste donner par rapport à Repère, et c'est aussi ce sens-là, on a signé un partenariat, l'ISEFAC vient d'adhérer. L'école Tunon a adhéré. Je pense que l'ISCOM, il faut que je revoie aussi Claudine Puyot pour qu'elle adhère. Et on a créé un statut dans l'association qui coûte 50 € par an, qui est un statut de membre citoyen et qui s'adresse justement soit aux gens qui n'ont plus d'emploi ou plus d'entreprise actuellement dans le secteur, dans l'événementiel, et aux étudiants. Donc, ça vous permet aussi quand même de vous faire un réseau et tout, et d'être quand même dans ce secteur d'activité, de regarder ce qui se passe. Donc, Repère travaille aussi avec les étudiants. L'ICEFAC va par exemple travailler avec Cédric Fiolet dans l'Observatoire. Donc voilà, il y a aussi la place et je pense que ça peut être important pour vous de créer du lien aussi avec les professionnels. Merci Grégory. Alors à l'écran, j'ai plusieurs personnes d'entre vous que je connais, d'autres que je connais peut-être pas du tout ou moins, mais je connais bien Bruno Fitt, le patron d'Artichaut qui fait des créations artistiques et qui est là. Bruno, tu veux bien brancher ton micro s'il te plaît, parce que toi je crois que tu prépares ton programme de cette saison-là. Est-ce que tu veux bien intervenir? C'était pas prévu, mais j'aimerais un témoignage ou deux. Peut-être c'est Stéphane Aventurier, après le directeur de la Lettre M qui est avec nous. Bruno, branche ton micro. Voilà. Oui, ça y est, ça marche là? Oui, Bonsoir tout le parfaitement. monde. Moi, d'abord, pardon? J'ai rien dit. Moi, d'abord, ça me rassure un petit peu de voir qu'on n'est pas
et qu'on est tous dans la même situation. Nous, on fait du spectacle événementiel. On est dans une situation qui est aussi dramatique que tout le monde. Et en fait, comme tout le monde, on essaie d'avoir des perspectives, c'est-à-dire en visant sur l'été. Moi, je pense quand même que l'été va se dérouler. On espère en tout cas que l'été va se dérouler le mieux possible. Et donc, on essaie de travailler déjà sur. Moi, j'étais ce matin dans un gros camping, justement, qui compte bien ouvrir au mois d'avril, qui compte organiser des événements en hors saison avec justement quelques séminaires d'entreprise et qui compte ouvrir au grand public comme prévu, puisque pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction, donc il n'y a pas de raison. Donc, on prépare vraiment l'été pour s'accrocher à un espoir parce que, bon, voilà, l'espoir fait vivre, comme on dit, et il faut bien s'accrocher à un petit morceau de branche, même si elle est assez en mauvais état. Voilà. Merci Bruno pour ton témoignage. Alors, Nelly Barbet de la Lettre-M, journaliste, Stéphane Aventurier de la Lettre-M également. Un de vous deux veut intervenir. Vous avez peut-être des questions à poser ou des réflexions. C'est le moment. Stéphane? Oui, bonjour Jean-François, tu m'entends? Oui, parfaitement, vas-y. Très bien. Oui, ben, moi, juste, déjà, je me sens enrichi quand même de la qualité de tous ces échanges. On sent quand même que tout le monde est mobilisé et évidemment, sur une période aussi complexe et inédite que celle qu'on vit, c'était plus que nécessaire, c'était vital et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde fait tout pour s'en sortir et ça sera le cas. Je suis optimiste là-dessus. Par contre, c'est vrai que je crois que c'est toi qui disais, Jean-François, tout à l'heure, c'est pas tous les matins facile, c'est pas tous les jours une évidence de se remobiliser et de continuer à se mobiliser sur le court et moyen terme. À la Lettre M, nous, on est un petit peu à part puisque c'est vrai que les événements font partie de notre activité. C'est pas notre activité principale, on est avant tout un média d'information. Donc voilà, notre leitmotiv au quotidien, c'est d'informer, que ce soit en digital ou sur le print, via un hebdo, via des magazines, etc. Sur les événements, clairement, il n'y a pas de révolution chez nous. On s'est juste adapté. Clairement, il y a un événement phare qui existe depuis 25 ans avec nous, qui est la cérémonie des Masters de la Lettre M, où on prime les entreprises les plus performantes de la région. Ce format-là, on a eu un temps d'échange là-dessus. On a un temps pensé le digitaliser. Et finalement, on n'est pas parti là-dessus. Pour moi, il y a des événements qui clairement ne sont pas digitalisables. D'ailleurs, je crois que c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure à un autre niveau, mais on a des événements dont je dirais, la richesse des rencontres, la présence de partenaires du début à la fin, etc., tout ça ne peut pas se digitaliser, c'est pas possible. Donc ça, on ne le fera pas. Du coup, j'aimerais avoir le plaisir de vous annoncer la date des Masters, puisque cette année, en plus, c'est la 25e édition qui doit être faite en 2020. Donc, on pense que ça sera pour 2021, mais on n'a pas vraiment la visibilité, une fois de plus, comme tout le monde. On aimerait pouvoir le faire en juin avant l'été. Ça sera peut-être le cas, on l'espère, et sinon, ça sera à la rentrée. Voilà. Et pour ce qui est du digital, du coup, on va travailler sur de nouveaux types d'événements qu'on va formater exprès pour du digital, mais on ne va pas dupliquer ce qui était prévu en présentiel vers du digital. Voilà. Et d'ailleurs là-dessus, j'ai une info à vous donner ce soir, vous serez bientôt au courant, mais on aura donc un premier événement digital de la Lettre M au format TV le 30 mars. Prochain, mais voilà, ça sera un format spécifique pour le digital et pas quelque chose qui était prévu à la base en présentiel. Voilà, ça c'est notre manière de nous adapter. Voilà, merci beaucoup Stéphane pour ton intervention. Donc on arrive au terme de cette visio sur le Covid et l'événementiel. On a essayé de balayer assez large les différentes thématiques telles qu'on vous les avait proposées et bien d'autres, je crois. Je vais demander à chacun de nos intervenants qu'évidemment je remercie infiniment de leur présence ce soir. On va commencer par Guillaume Michel. Peut-être un petit mot de 2-3 phrases pour clôturer cette visio, qui est la deuxième. On en a fait une autre il y a 10 mois déjà de ça, en avril, que j'avais animé aussi, avec des intervenants plus nationaux. Mais là, ce coup-ci, on a voulu rester local. Guillaume, il faut rebrancher ton micro. Oui, ça y est, 2-3 phrases. Non, ouais, je vais être rapide. Non, il faut avoir de l'espoir. Comme je disais, moi, aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais on se lève tous les matins. On réfléchit et le mot d'ordre, comme on a dit plusieurs intervenants, c'est qu'on se rencontre, on se voit, on s'appelle, on garde ce lien qui est super important et on se renouvelle. Ça va être ça la clé du succès.
On a encore des mois devant nous qui vont faire qu'on va pouvoir se renouveler encore et réfléchir à d'autres solutions. Mais on sera bien là quand ça repartira et on embarquera tout le monde avec nous pour cette belle aventure. Merci Guillaume. Nadine, puis Isabelle, puis… Ben moi, c'est juste, vous me manquez, ça me manque, ça fait du bien de vous voir. Ben donc, comme Guillaume, on va avoir plein d'idées et puis on va consommer local et travailler ensemble et être force de proposition les uns pour les autres. Donc voilà, ben à très très vite. Merci Nadine. Isabelle? Moi, je dirais voilà, la même chose que les autres. C'est compliqué, mais il faut que l'on reste positif et surtout unis. Et effectivement, travaillons local. Et travaillons local, effectivement. Guillaume Canal, je crois qu'il nous a quittés. Il a dû avoir des problèmes de voiture. Cédric? Allez, on laissera le mot de la fin au président de Repère. Oui, Cédric? Profitons du temps là, qui nous est donné pour travailler ensemble, pour mieux se connaître, pour co-construire. Profitons de cette petite parenthèse. Et puis, en tant que site d'accueil, soyez certains qu'à partir du moment où on pourra réouvrir avec les contraintes sanitaires qui nous seront imposées, on saura les respecter, on saura les faire respecter et on saura vous accueillir en sécurité dans nos événements et dans nos sites. Voilà. Superbe. Merci beaucoup, Cédric. Et donc, Grégory, c'est avec toi que je pense que je vais clôturer. Le mot de la fin, allez, un mot optimiste. Parce qu'on Oui, un mot peu optimiste. rose, mais là, il faut y aller, quoi. Non, mais ce qui est très positif, je pense qu'on ne se serait jamais regroupé comme ça aussi vite, aussi bien s'il n'y avait pas eu cette crise et qu'il faut qu'on continue à travailler ensemble, à mieux se connaître. Vraiment, le message moi, que je veux passer ce soir, c'est surtout ne restez pas seul. Je ne demande pas à tout le monde d'adhérer à Repère, mais même si vous n'êtes pas adhérent de Repère, que vous avez besoin d'aide, aujourd'hui, on a la chance d'avoir vraiment une écoute aussi bien des politiques qu'au niveau national. On a des accès directs avec les ministres aujourd'hui qu'en local. Et avec tous les services de l'État, aujourd'hui, on est capable, comme je crois que je ne sais plus si je l'ai dit avant, après, de faire débloquer un fonds de solidarité qui serait bloqué en 24 heures s'il y a vraiment des situations d'urgence, si vous êtes dans votre droit, bien sûr. Mais donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Et aussi, on est très preneur de toutes vos propositions, à la fois sur la relance, à la fois sur l'accélération de la reprise, tout ce qui pourrait aider. On va essayer de faire une réunion avec tous les organisateurs de festivals très prochainement pour avoir un peu leur vision et leur position sur les dernières annonces de notre ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour porter cette voix. On a la chance d'avoir très rapidement obtenu la crédibilité et l'écoute des institutions. Donc, on est là pour porter vos voix et défendre vos idées. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions et ensemble, on va s'en sortir et on repartira plus fort. Ne restons pas seuls, soyons ensemble. Repère, quel est le contact de Repère? Alors, le plus simple, il y a un site qui est très bien fait où il y a tout dessus. Donc, www.repère-med.fr. Il y a tout dessus. Il y a les bulletins d'adhésion, il y a les commissions. Il y a les réseaux sociaux aussi, donc, mais par Repère, et il y a une adresse contact. Vous pouvez nous envoyer toutes vos demandes dessus et après on les répartit sans problème. Et merci. Ouais, merci à chacune et chacun de vous. Merci Grégory, merci à chacune et chacun de vous d'avoir participé à cette soirée autour du Covid, la crise sanitaire et l'avenir de l'événementiel. L'événementiel, acteur incontournable pour le retour du live. Bonsoir à toutes et à tous et à bientôt. Merci.